bonsoir. Le 1er mars dernier, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le professeur Dodi Kokoroko, a sorti une note interdisant les cours de répétition dans les établissements publics privés du Togo. D'après le ministre, ces cours de répétition qui sont payants dans presque toutes les disciplines ont été en effet instaurés et imposés de gré ou de force aux élèves dans les écoles avec la complicité des chefs d'établissement. D'aucuns disent même que les élèves sont punis au lendemain de ce cours pour n'avoir pas participé. Comment perçoivent cette décision les enseignants, les parents et les élèves? Eh bien, nous allons analyser toutes ces questions cet après-midi. Débat thématique, c'est dans un instant. Eh bien, le ministre Kokoroko appelle ces cours de répétition payants, je cite, une rupture d'égalité devant les charges pédagogiques. Et j'ai avec moi sur le plateau Marcel Toyi, journaliste spécialisé en éducation. Et ensemble, nous allons analyser ce sujet. Et Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir Dodo. Merci une fois encore pour votre disponibilité à répondre ou à analyser des questions éducatives. Avant de revenir à Marcel, permettez-moi de revenir sur cette note du ministre qui dit, je cite, « Il m'a été donné de constater qu'il est instauré au sein des établissements scolaires, tant publics que privés, des cours de répétition payants dans presque toutes les disciplines. Ces cours vénaux imposés ostensiblement aux élèves s'organisent parfois dans les établissements avec la complicité des chefs d'établissement. Eu égard à cette rupture d'égalité devant les charges pédagogiques, je demande aux enseignants de mettre fin aux cours de répétition dans les établissements scolaires. Par ailleurs, je rappelle que ces cours privés, même organisés en dehors des établissements scolaires, ne sauraient être confondus avec les cours de soutien et de remédiation. Ceux-ci, relevant de l'organisation pédagogique de chaque établissement scolaire avec le concours des comités des parents d'élèves, sont gratuits pour les apprenants. Les directeurs régionaux de l'éducation, les chefs d'inspection et les chefs d'établissement scolaire sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller au respect scrupuleux des dispositions de la présente note de service. La note est signée le 1er mars 2021 par le professeur Dodi Komlan Kokoroko, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Alors voilà, Monsieur Marcel, la note du ministre. Avant toute chose, j'aimerais que vous nous aidiez à cerner ce phénomène de cours de répétition payants dans les établissements du Togo. Oui, bien sûr. Merci Dodo. En réalité, ce communiqué ou bien cet arrêté du ministre n'est pas nouveau dans le système éducatif. Il est le 3e ministre à envoyer cet arrêté à l'endroit de ces acteurs de terrain. Il y avait à l'époque le ministre, l'ancien Premier ministre Komi Selob Klassou, quand il était ministre d'enseignement primaire secondaire. Lui aussi avait envoyé un tel communiqué. Après, le ministre Nagou aussi avait envoyé. Donc, il est le 3e ministre qui rappelle donc, cet arrêté très important pour que les enseignants et les chefs d'établissement puissent respecter cette disposition d'interdire donc, les cours de répétition. Bon, ces cours, il faut aussi les localiser. En réalité, quand on prend l'environnement urbain, les écoles de l'environnement urbain et les écoles de l'environnement rural, vous vous rendez compte que ces cours se passent effectivement aussi dans les milieux ruraux, sauf que les gens n'ont pas les moyens de payer et les enseignants aussi volontairement le font sans demander une contrepartie financière. Ça, c'est dans les zones rurales, vous voyez. Mais c'est dans les zones urbaines que la chose a pris cette allure qu'interdit Monsieur le ministre. Alors, Monsieur Marcel, depuis que la décision est sortie, d'après vous, comment le monde éducatif accueille cette décision du ministre?
Oui, en fait, le monde éducatif l'a accueilli diversement. Comme vous dites, le monde éducatif, il faut prendre les acteurs donc, du monde éducatif. On prend les élèves, on prend les enseignants qui vivent donc, de ces pratiques. On prend aussi les parents. Voilà, donc c'est les propos de tous ceux-là que nous allons essayer de voir comment ils ont réagi. Certains ont réagi favorablement. Par exemple, il y a des parents, il y a un parent qui m'avait même écrit et dit que la décision du ministre est la bienvenue chez moi. Donc son enfant est au CM1 dans une école privée à Lomé. Alors la décision du ministre est la bienvenue chez moi. Je vous assure, j'ai décidé qu'à partir de cette fin de mois, mon enfant, 9 ans, donc n'ira plus au cours de répétition parce que chez eux, c'est 4 000 francs par mois et ils refusent même les 200 francs par séance. Les 200 francs par séance. Ce n'est même pas les mercredis, c'est mardi et jeudi après les cours. Vous voyez, donc ils font les journées continues jusqu'à 14h30. On fait reposer les enfants pendant juste une vingtaine de minutes et l'enseignant, le même enseignant de la classe, reprend les enfants en cours de répétition jusqu'à 16h. Et la maman dit que alors, quand l'enfant revient à 16h, il mange, il dort et il ne se réveille qu'au lendemain parce qu'il est déjà fatigué, etc. Donc ça veut dire que véritablement, certains parents ont accueilli favorablement cette décision. Maintenant, quand vous prenez les élèves, bon, ce que nous avons pu, à mon niveau, puisque c'est de l'investigation journalistique que nous avons fait, ce que nous avons pu écouter, certains ont estimé que non, que ces cours les aident à mieux comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris pendant que l'enseignant était en train de dispenser le cours. Et bon, pour les enseignants, ils trouvent que certains de leurs collègues exagèrent en demandant et en imposant, n'est-ce pas, le montant à payer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, vous l'avez dit, M. Marcel, certains sont d'accord pour cette suspension et d'autres non, notamment en particulier les élèves. Alors, nous avons parcouru quelques établissements scolaires pour recueillir l'avis des élèves et des enseignants, même des parents par rapport à ce sujet. Nous vous proposons de les écouter. Quand vous allez les écouter, vous saurez que c'est quelque part, ces cours aident ces élèves et quelque part aussi, les enseignants exagèrent effectivement, comme vous venez de le dire, en demandant de l'argent aux parents. Alors, nous allons les écouter et nous allons revenir sur ce plateau. C'est une décision salutaire lorsque nous nous référons à la réalité des répétitions dans les écoles privées. Surtout dans les écoles privées où lorsque la décision signale que c'est souvent imposé. Donc moi je crois que c'est dans ce cadre-là. Sinon dans les écoles publiques, je ne crois pas que ce soit imposé. Et je sais que cette pratique, elle se fait ou bien elle s'observe dans les lycées publics, dans les collèges publics, tout comme dans le privé. Il y a une demande de la part des élèves eux-mêmes. Et je me souviens, moi je n'en fais pas, mais la dernière fois quand la décision est sortie, moi je n'avais pas encore lu la décision. C'est de la part d'un élève que j'ai appris cela, qui se plaignait que maintenant que c'est interdit, comment ils vont se débrouiller. Et je leur ai dit que bon, moi je vous ai toujours dit qu'il faut s'attacher aux cours qui sont faits en classe, d'étudier. On vous dit souvent de lire, vous ne voulez pas lire. Voilà, ce sont les conséquences. Peut-être que cette décision va vous amener à plus de responsabilités par rapport à vos études. Bon, maintenant, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que cette décision, je ne crois pas qu'elle ait été prise après consultation des enseignants qui sont les acteurs directs de la chaîne d'éducation. Les répétitions, c'est bon pour les élèves parce qu'ils ont parfois un niveau bas que le professeur voulait relever. Même si c'est payant, peut-être que ce qu'il paie est tellement minimum par rapport à l'effort que fournit l'enseignant. Donc il faudrait voir est-ce qu'il y a étude de cas pour voir comment on peut s'adapter, comment on peut réglementer cette situation, sinon cette activité de rattrapage au niveau des établissements scolaires. Les TD, c'est pour rehausser le niveau. On ne va pas punir les élèves parce qu'ils n'ont pas participé. Parce que les 5 doigts ne sont jamais égaux. En principe, ceux qui n'ont pas participé, si on leur donne aussi la chance de voir chez leurs amis pour pouvoir avoir le même niveau, c'est bien. Mais du fait qu'on exige que l'enfant paie une somme tellement colossale, c'est ça qui est mauvais.
Sinon, la répétition en elle-même est une bonne chose pour les parents, pour les élèves et pour tout le monde. Mais du fait qu'on leur exige des sommes là, sincèrement, ce n'est pas bien. Donc il faut réglementer cela. Je crois que c'était une nécessité parce qu'il y a eu des dérives de la part de nos collègues qui ont dû prendre de l'argent et ça pénalise certains parents. Mais d'un autre point de vue, je dirais que c'est aussi pénalisant pour certains élèves par rapport à certaines situations qu'ils ont vécues. Je suis professeur de langue et on se retrouve dans des cas où on a des élèves qui ont fait la série scientifique et qui, par peut-être leur niveau faible, sont obligés de revenir donc, dans les séries littéraires. Donc un élève pareil aurait besoin donc, d'une assistance donc, de la part d'un professeur. Okay. Bon, c'est vrai que ce que nous ferons en classe, ça ne serait pas suffisant. Il va lui falloir vraiment un enseignant à côté donc, pour l'aider à remonter donc, ce niveau. Surtout que si ces répétitions sont en même temps la clé donc, d'évaluation pour les élèves en classe, ce n'est pas bien. Parce que tous n'auront pas les moyens donc, pour assister et ça risque de les pénaliser. On peut dire que ce cours est un cours de soutien que nous les élèves nous recevons et qui nous aide parfois à mieux nous appliquer. Supposons si nous prenons le cas de la SVT en terminale D, ce n'est pas facile de faire les calculs concernant l'ADN et tout ce qui les concerne. Mais grâce à ces cours, on arrive à mieux s'en sortir et on arrive à mieux travailler. Il y a plein d'exemples que je peux citer, même en français. Ça nous permet de mieux connaître la méthodologie, la dissertation, les commentaires composés. Et donc la suspension de ce cours, ça nous a affaiblis. Ça nous a affaiblis parce qu'apprendre seul à la maison, ce n'est pas facile, mais ces cours étaient un soutien pour nous pour garantir notre réussite. Concernant les cours qu'on fait à l'école, il n'y a pas assez de temps pour que le professeur puisse expliquer comme il le faut. Ça fera qu'on ne pourra pas terminer le programme à temps. Alors les TD nous permettent de pouvoir comprendre les cours, mieux s'exercer, plus s'exercer pour pouvoir améliorer nos notes à l'école. Je participe à ces cours parce que ces cours m'aident beaucoup à apprendre. Ça m'aide surtout à comprendre ce que je n'avais pas compris en classe. Et donc la suspension de ces cours ne m'a pas vraiment aidée. Je suis vraiment déçue. Pour que nous ayons des vidéos, des vidéos, voir les cas, bon, il y a un public qui est en train de bon, privé, les filles ont 100 francs, des fois 150. Il y a vignes pas mais grand ça va privé de les filles. Et on a deux matières on a 300. 150 150. Tous les jours de lundi à samedi on a cours. T'es deux ou trois mais quoi. Il y a un beau t'es déjà d'ordinam. Et d'ordinam au cas où on devient vers l'écran nous secours de gomme nuedo. Et la bibliothèque tcha l'a expliqué à fond. Quand mettre la dos et nuit à des bon côté qu'on va suspendre les et mu d'ordinam nyowa et ni be nyabe viola va blé suna bona dio tellement bon nyana be samedi dimanche à yola le kayo nyamodoa e gamule miasiu ke mi la te so 300 wana nyabe vio be na no wa e hia na de vio be kokoko a ola o nene be doa wa mi de kuku na bo wa po me na mi ocha be na de nyamoko si bi de kamulo wa nyabe vio ma yin ko na mi a ocha la yin ko na mi le school be nu mi ame. Certains parents qui ont demandé cela expressément. Bon, mais si je prends par exemple les cours de répétition que nous faisons dans nos établissements, bon, c'est pour rehausser le niveau de l'enfant. Parce qu'il y a certains parents qui n'ont pas les moyens pour engager un répétiteur à la maison. Donc, si ce cours de répétition à l'école devient maintenant ce que j'appelle une imposition et que l'enfant qui ne vient pas au cours de répétition est pénalisé, donc je vois que ça là, c'est pas bien. Donc dans ce cadre-là, on va voir comment nous avions appris la suspension. Dans certains, par exemple à notre niveau, quand moi j'avais appris ça, je suis dans une classe d'examen, j'ai pensé déjà aux résultats de fin d'année parce qu'ils viennent les samedis seulement pour suivre ces cours de soutien.
Donc, néanmoins, ça dit, il y a certains qui amènent les 100 francs, d'autres n'amènent même pas ça. Ce n'est pas obligatoire. Moi, j'ai dit ça, ce n'est pas obligatoire. Celui qui amène, c'est bien. Celui qui n'apporte pas, c'est bien. Et ils suivent les cours à ça. Je ne peux pas venir un lundi matin pour dire que cet enfant n'est pas venu au cours, donc il faut le pénaliser. Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a certains élèves, vous voyez déjà l'année passée, les enfants n'ont pas subi ou bien n'ont pas suivi les cours, par exemple, les cours normaux durant toute l'année scolaire. Donc les enfants font pratiquement des mois à la maison avant de reprendre cette année. Donc, comme ils quittent le CM1 pour venir au CM2, par exemple, donc ils ont des lacunes qu'il faut rehausser, qu'il faut chercher les causes éléments. Or, les cours que nous faisons, les heures que nous faisons, ça ne nous permet pas, exactement de trouver un temps pour vraiment supporter ou bien rehausser le niveau de l'enfant. Je ne sais que ces jours de samedi que les enfants viennent et on essaie de les prendre, par exemple, par exemple 1 à 1, c'est-à-dire si tu connais l'enfant, quelle partie ou bien quel niveau l'enfant a, et ça nous permettra de rehausser par exemple, leur niveau. Alors voilà, Monsieur Marcel, vous venez d'entendre ces élèves, ces enseignants et ces parents. Que vous inspire leurs propos? Que pensez-vous de ce qu'ils viennent de dire? Oui, ce que nous pensons, c'est que quand on prend par exemple les élèves, oui, au vu de l'avantage qu'eux-mêmes ils tirent des cours de répétition, ils ont justifié que ces cours ne doivent pas s'arrêter. Mais ce qu'ils oublient en tant qu'élèves, c'est qu'ils n'ont pas vu l'aspect d'inéquité dans les apprentissages. Vous voyez, eux, ils ne savent pas qu'il y a une disposition prise par les législateurs pour que ces cours se fassent sans que cela ne soit payé à l'enseignant qui dispense ce cours. Ça, ils ne le savent pas. Donc, eux, ils ont vu juste le côté avantage en termes de temps qu'ils ont pour poser suffisamment de questions à l'enseignant qui répète et de faire peut-être suffisamment d'exercices avec lui et lui filer des trucs et des astuces. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont vu, ils ont essayé de justifier. Maintenant, quand vous prenez par exemple les enseignants, ouais, comme vous l'avez dit, certains comprennent le bien fondé donc, de cette décision et veulent que la chose soit mieux organisée pour qu'il y ait une certaine communication institutionnelle autour de la décision. Et c'est là où le problème aussi s'est posé, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication autour de la décision, et c'est là où ça a créé un peu de remous auprès des acteurs de terrain. Alors, ces cours, les enseignants l'appellent cours de soutien aux élèves. Et je pense que cela existe depuis très longtemps dans les établissements scolaires du Sogo. À votre avis, est-ce que c'est la première fois que l'autorité l'interdit? Non, je l'avais dit un temps, ce n'est pas la première fois que l'autorité l'interdit. Quand on revient un peu dans le passé, il est le 3e ministre, l'actuel ministre, le 3e ministre à revenir sur cette décision. Et donc, ce n'est pas la première fois. Sauf que c'est parce qu'il a constaté que les 2 premières fois par ses prédécesseurs, la décision n'a pas été respectée par les acteurs qui sont concernés par cette décision. Et donc, il était important que lui aussi, il revienne là-dessus pour que cette fois-ci, peut-être, il va créer la différence pour que cela soit respecté. Alors, ces cours se font aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines. D'après vous, où est-ce qu'on observe la prévalence du phénomène? Non, la prévalence est dans les zones urbaines. C'est dans les zones urbaines, c'est dans les villes que l'on observe beaucoup plus. C'est pour ça que même quand vous voyez les affectations des enseignants, certains enseignants, la plupart, ils préfèrent des zones urbaines où ils vont imposer ces cours de répétition pour, selon leurs propos, joindre les 2 bouts de fin du mois. Voilà, parce que ça fait une source de revenus supplémentaires en dehors de leur salaire. Voilà, donc c'est beaucoup plus dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Parce que dans les milieux ruraux, presque tout le monde est au même niveau, a le même pouvoir économique. C'est ça, ils sont plus ou moins des vulnérables. Et quand tu demandes à un élève, voilà, de venir payer, par exemple, 3 000 ou 4 000 francs par mois, je ne sais pas où est-ce que le parent va trouver ça pour venir payer. Et donc, ça fait que dans les milieux ruraux, alors, ce phénomène de cours payants, donc de cours de répétition payants n'existe pas. Mais les cours de répétition existent bel et bien. C'est ça la différence.
Alors, vous aviez dit il y a quelques instants que ce n'est pas la première fois que ces cours sont interdits dans les établissements scolaires du Togo. Vous avez même dit que ça fait la 3e fois. Mais il me semble que cela n'est jamais respecté, cela n'a jamais cessé. D'après vous, quelles seraient les raisons de la continuation de ces cours de répétition payants dans les établissements scolaires? Oui, au vu de l'investigation, de l'analyse que nous avons faite de ce problème, c'est que on est arrivé finalement à constater que ça n'a pas été respecté tout simplement parce qu'il n'y a pas un dispositif de suivi de l'application de cette décision dans les écoles par le ministère et ses services déconcentrés, la direction régionale de l'éducation, les inspections et puis et maintenant les enseignants, etc. Alors à partir du moment où il n'y a pas un dispositif de suivi, eh bien la décision va partir, mais les gens vont se dire, mais ça c'est du déjà vu. Deuxième chose, il n'y a pas une mesure coercitive. On n'a jamais puni un chef d'établissement de n'avoir pas veillé à ce que ses enseignants ne fassent pas ces cours de répétition payants. Voilà, donc ce mot est important, il faut qu'on le revienne régulièrement là-dessus pour que les gens comprennent que les cours de répétition payants, c'est ça qui fait le problème. Voilà, c'est comme dans un établissement, quand tu demandes quel est le problème au niveau des filles, on va te dire que c'est la grossesse des filles. Non, c'est grossesse précoce des filles qui est le problème, ce n'est pas la grossesse des filles qui est le problème. Voilà, quand le mot précoce arrive, ça se joint à grossesse, c'est là où le problème se pose. Vous voyez? Donc, revenons à notre sujet pour dire que, en fait, nous avons constaté de toute façon qu'il n'y a pas une disposition coercitive. On n'a jamais puni un enseignant pour cela, on n'a jamais puni un chef d'établissement pour cela, et un dispositif de suivi n'a jamais existé. Le troisième élément d'analyse, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu une communication autour de la décision. Vous voyez? Alors, parce que s'il y avait une communication autour de la décision, dès que le communiqué sort, eh bien, il faut que le service communication du ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat convoque les parties prenantes et les journalistes en présence du ministre, bien entendu, et tout son staff pour expliquer le bien fondé de cette décision. Et ça permettra aux gens de comprendre. Ça permettra aux gens de poser autant de questions pour mieux comprendre le bien fondé de la décision. Mais à partir du moment où il n'y a pas eu une communication autour, eh bien, ça pose un réel problème. Et cela montre d'ailleurs que les ministères sectoriels, que ce soit enseignement primaire, secondaire, enseignement technique, enseignement supérieur, on a des chargés de communication, mais ils n'ont pas un dispositif pour communiquer sur leur département. Parce que pour communiquer, nous l'avons toujours rappelé, c'est trois éléments clés. Il faut le chargé de communication, il faut un plan de communication et un budget communication. Alors si ces chargés de communication n'ont pas un budget de communication pour élaborer le plan de communication, vous comprenez que les chargés de communication ne seront que les coursiers des ministres, malheureusement, alors que ça ne devait pas être cela. Vous voyez, donc il y a eu un déficit de communication, un déficit d'information autour de la décision du ministre, et c'est ce qui a fait que tous ces facteurs réunis justifient un peu pourquoi ça n'a pas... la décision n'a jamais été appliquée. Maintenant, quand on prend, ça c'est par rapport au ministère, maintenant, quand on prend par exemple les parents d'élèves qui sont aussi les parties prenantes, c'est quoi? C'est que il y a des parents qui sont favorables tout simplement parce que les cours de répétition occupent, quoi qu'on dise, de toute façon utilement les enfants. Et au lieu qu'on les laisse par exemple les mercredis et les samedis matins, surtout quand il s'agit des enfants du primaire, on les occupe utilement. Et donc, ils sont favorables pour payer pour ces cours. Et comme ça, les enfants seront occupés. Maintenant, l'autre argument, c'est que certains ont quand même démontré, je veux parler des parents qui ont démontré que les cours de répétition en question ont aidé leurs enfants quand même à réussir parce qu'ils ont, en participant, ils ont quand même eu le temps de confronter leurs connaissances avec les autres qui sont aussi dans le même groupe et ils ont eu suffisamment de temps pour poser autant de questions à l'enseignant alors que pendant le cours, le temps de déroulement de la leçon ne permet pas à tous les élèves de poser autant de questions à l'enseignant. Et donc, c'est tout cela qui fait que ça n'a jamais été respecté. Bon, avec votre développement, on comprend que les ministères en charge de l'éducation au Togo ont quand même leur responsabilité dans la continuation de... Bien sûr, la plus grande part de responsabilité revient au ministère. Oui, si ce n'est pas appliqué, la grande part de responsabilité, c'est au ministère. Oui, bien sûr. Parce que quand vous êtes une autorité, vous prenez une décision, et la décision, il n'y a pas de communication autour de la décision. Et
le dispositif de suivi et évaluation n'existe pas. Les mesures de sanction n'ont pas été prises. Alors, à partir de ce moment, c'est vous qui endossez la lourde part de responsabilité si cela n'est pas appliqué. C'est cela. Alors, avec ce que vous venez de dire et quand on écoute les enseignants et les élèves, M. Marcel, est-ce que cette suspension est quand même fondée? Elle est bien fondée. Elle est fondée pourquoi? Parce que, vous savez, dans le système éducatif, le décideur a prévu que, vu que dans une classe, les enfants n'ont pas les mêmes rythmes d'apprentissage, donc d'acquisition des leçons, il y en aura qui vont vite maîtriser, d'autres moyennement et d'autres faiblement. Vous voyez, quand on fait un test diagnostique avec des enfants, par exemple, dans une classe, je suis professeur, par exemple, de mathématiques, je veux voir quel est le niveau de ces enfants, eh bien, je fais rapidement un test diagnostique et le test montrera sur 10, certains auront 8 sur 10, 9 sur 10 et 7 sur 10. Ça, c'est presque les meilleurs, ça. Après, vous allez voir que d'autres auront 5, 6, ça c'est les moyens, et d'autres auront 2 ou même 0. Vous voyez? Alors, ça montre que quand on dispose un cours, les enfants n'ont pas le même rythme d'acquisition. Ils ne captent pas au même niveau que tous dans la même classe. Et donc, le législateur a prévu ce qu'on appelle la pédagogie de l'aide, ou la pédagogie de soutien ou de rémédiation. Et donc, ça concerne uniquement les enfants qui sont faibles ou plus ou moins moyens. Donc, l'enseignant va reprendre ces enfants-là, leur réexpliquer pour remonter leur niveau, pour qu'ils soient au même niveau que les autres et continuer. C'est ce que le législateur a prévu. C'est pour ça que quand vous prenez dans le temps ou dans les zones rurales, mais volontairement, certains enseignants se disent, quand ils se rendent compte que les enfants n'ont pas maîtrisé soit leur matière, on leur donne rendez-vous soit mercredi ou samedi. Mais il vient le faire volontairement sans demander des ressources parce qu'il sait, l'enseignant sait que c'est une disposition qui a été prise par le décideur. Vous voyez? Et donc, c'est ça le problème. Vous voyez, c'est ça. Donc, le législateur l'a prévu, mais est-ce qu'il y a une communication? Est-ce que tous les enseignants savent que le législateur l'a prévu? Est-ce que tous les élèves savent que le législateur a prévu une telle disposition? S'ils ne savent pas, eh bien, ça va poser un réel problème. Exactement. Ça fait la 3e fois, vous l'avez dit, qu'on interdit les cours de répétition payants dans les établissements scolaires, mais jusque-là, cela n'a jamais été respecté. Est-ce qu'il y a de fortes chances que cette décision du ministre Kokoloko soit désormais respectée dans les établissements scolaires? Avant que je ne réponde à ta question, si tu permets, je vais compléter la réponse à la question précédente, si c'est fondé. Oui, la première raison que j'avais évoquée pour justifier pourquoi c'est fondé parce qu'il y a une disposition qui a été prise et qu'elle doit être appliquée. La deuxième raison, c'est que le décideur ou le ministre est le garant de l'équité des apprentissages. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que tous les enfants aient accès aux leçons, aux cours, sur le même pied d'égalité. Mais à partir du moment où les gens récupèrent certains enfants, on leur demande de l'argent alors que tous n'ont pas les moyens venant des familles différentes, des familles vulnérables où ils n'ont même pas l'argent pour payer ces cours de répétition. Vous voyez qu'il n'y a pas équité dans l'apprentissage. Et quand certains enseignants imposent ces cours de répétition et diluent quelquefois le cours pour que la substance morale de ce cours-là soit donnée à ceux qui auront payé les cours de répétition, eh bien, vous voyez, il y a aussi un problème d'iniquité dans les apprentissages. Et le décideur, pour ne pas dire le ministre aussi, est le garant de l'application de la pédagogie de l'aide ou de la pédagogie de soutien dans les établissements. Donc, à partir de ce moment, tout cela, l'autorité doit veiller à ce que aucun enfant ne soit lésé pour quelque raison que ce soit. Donc, au vu de tous ces arguments, eh bien, on peut dire que c'est bien fondé. Maintenant, ta question sur si cette décision aura la chance d'être respectée, elle ne peut avoir la chance qu'à la première condition que le ministre ou le ministère se rachète en convoquant une conférence de presse
autour d'une table où on va voir les syndicats d'enseignants qui vont prendre leur part de responsabilité parce que c'est leurs collègues qui exécutent les cours de répétition payants. Ils sauront utiliser l'approche enseignant pour leur parler et leur expliquer le bien fondé. Vous voyez, il y aura autour de la table les associations des parents d'élèves, l'Union togolaise des associations des parents d'élèves, de telle sorte qu'eux aussi, ils puissent jouer leur partition pour prendre leur part dans la communication qu'il faut faire à l'endroit de leurs pères, donc de leurs parents, des autres parents. Et il y aura aussi les journalistes qui ont aussi la mission de bien comprendre le bien fondé de la chose et pouvoir véhiculer et recevoir, disons, d'autres spécialistes pour pouvoir communiquer sur la décision afin que tout le monde comprenne les pourquoi, les tenants de toute façon et les aboutissants de cette décision. C'est à cette condition, peut-être la dernière condition, c'est de prévoir aussi en même temps les mesures coercitives. Voilà, celui qui le fait dans l'environnement scolaire, eh bien ça pose problème. Parce que, en fait, l'autorité n'a pas dit que ce cours ne doit pas se faire ailleurs. Il a bien dit que c'est dans son environnement scolaire. Donc, vous ne pouvez pas utiliser une salle de classe ou bien un établissement pour faire un cours là où c'est interdit de le faire. Vous voyez? Donc, c'est comme si on disait, bon, je n'ai pas... tout récemment, il a sorti un arrêté pour dire qu'il ne veut pas de regroupement dans les établissements. Alors, si quelqu'un fait un regroupement hors de l'établissement, est-ce que le ministre a le contrôle? Non. Donc, c'est la même chose. Alors, si quelqu'un fait cours de répétition à la maison, à domicile, l'autorité n'ira pas faire le porte-à-porte pour vérifier si un enseignant est là-bas pour faire un cours de répétition interdit. C'est cela. Alors, j'espère, téléspectateurs, que vous comprenez la teneur de la décision du ministre. On n'interdit pas les cours de répétition, mais on l'interdit dans l'environnement scolaire. Exactement. Et vous avez dit une chose très importante tout à l'heure, ça veut dire que ces cours de répétition entachent en quelque sorte la vision du pays d'offrir une éducation équitable. Bien entendu. Aux apprenants. Moi, je me rappelle d'ailleurs que quand j'étais en terminale, mon professeur de physique qui était mon répétiteur, quand il nous faisait des exercices de répétition au cours de notre répétition, il ramenait ça en classe et du coup, il y a beaucoup d'élèves qui ne réussissent pas à ces exercices pendant que nous arrivons à traiter ces exercices-là. Voilà. Donc... l'exemple que tu donnes là montre qu'il n'est pas équitable il n'y a pas d'équité dans l'accès à l'éducation. Puisque ceux qui ont payé pour participer au cours, c'est eux qui ont les secrets pour pouvoir réussir ces genres d'exercices. Alors qu'ils devaient donner cet exercice en classe parce qu'il est déjà payé pour ça. Voilà. Oui, il est déjà payé. Maintenant, c'est ceux qui n'ont pas pu bien réussir au moment où il a donné cet exercice et qui viennent maintenant en cours de répétition, c'est là où il va donner la même explication qu'il a donnée quand il corrigeait. Exactement. Il reprend pour cela. Voilà. C'est cela? Il y a une petite question qui me vient dans la tête. Je me demande si ce sont les parents qui se sont plaints par rapport à ces cours de répétition. Non, c'est pas que les parents se sont plaints. Ça peut arriver que le ministre ou l'autorité ait écho du retour que les parents qui se plaignent qu'eux, ils n'ont pas les moyens ou qu'on les fait payer de trop. Et peut-être qu'un montant supportable aurait pu être demandé aux parents, mais alors, on a tellement exagéré que ce qu'on paie pour les répétitions dépasse même le collage. Peut-être qu'on va faire le triple ou bien le quadruple de l'écolage et ça fait que ça pèse dans la poche. Donc, sûrement que l'autorité a eu écho que ça a été tellement systématisé au détriment finalement des enfants vulnérables dont les parents n'ont pas les moyens de payer ces cours. Vous voyez, j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'une dame qui paie presque 4 000 pour un enfant de ce CM1. Ouais. Alors, ça veut dire que quand il sera en troisième, si ce n'est pas 15 000, c'est 20 000 qu'il va payer par mois pendant 9 mois. Vous voyez ce que ça fait c'est un budget colossal qu'il va payer. Alors, depuis la décision du ministre, le sujet a fait quand même le tour des médias. Et on a entendu certains parents dire sur les médias qu'ils ne sont pas du tout d'accord par rapport à la décision du ministre. Est-ce à dire qu'ils sont favorables ou non favorables à cette décision du ministre? Parce que certains parents ont dit que ça ne leur dérangeait pas du tout de payer pour le renforcement ou rehausser le niveau de leurs enfants. Non, moi je pense qu'il y a deux problèmes là-bas dans la réaction de cette catégorie de parents qui sont plutôt favorables à ces cours de répétition.
Le premier, c'est qu'il y a un déficit de communication qui a fait que, quand il y a un déficit de communication, non, les gens prennent des positions qui sont contraires à ce que l'autorité dit. Hein. Voilà, c'est ce que nous disons. C'est-à-dire qu'il fallait une conférence de presse autour de ce sujet parce que c'est un sujet de préoccupation qui touche vraiment l'intérêt de beaucoup d'acteurs. Et donc, à partir de ce moment, il fallait une conférence de presse. Donc, le deuxième élément, c'est que, et c'est la conférence de presse finalement qui aurait pu faire comprendre aux parents que l'autorité ne dit pas de ne pas faire des cours de répétition dans les maisons parce qu'il n'a pas le contrôle, il n'a pas à contrôler d'ailleurs ce qui se passe au niveau des maisons. Voilà. Cela. Mais il dit que c'est dans l'environnement scolaire parce qu'il y a des tests qui prévoient que lui ne veut pas que cela se passe dans l'établissement. Et donc, c'est cela. Alors, il y a une chose que j'aimerais aussi comprendre, et je pense d'ailleurs que les téléspectateurs aussi. Est-ce qu'on peut faire des cours de répétition sans prendre de l'argent? Parce que l'enseignant, il y a des heures qui lui sont précisées pour son cours. Et maintenant, je pense que ces cours de répétition se font habituellement les samedis, les mercredis soirs. Est-ce que l'enseignant va laisser son week-end et venir, soi-disant, rehausser le niveau des apprenants sans réclamer quoi que ce soit? C'est vrai que je n'ai pas le test du décideur qui a prévu qu'il y ait des cours de soutien où la pédagogie de l'aide soit appliquée par les enseignants et qui rentre dans les prérogatives de l'enseignant qui est payé. Si je l'avais sous la main, je lirais et on comprendrait clairement que c'est prévu que l'enseignant qui a donné le cours, c'est lui qui doit voir que certains de ses enfants n'ont pas maîtrisé le cours qu'il a donné et que soit à la sortie, il retient ceux-là. Peut-être ça peut être 13h à 14h. Il les retient s'il n'y a pas cours l'après-midi. Donc, il les retient pour les remonter, leur réexpliquer. C'est ça qui est prévu. Et donc, c'est dans les prérogatives, dans les obligations professionnelles de l'enseignant, pour lesquelles il est payé. C'est ça qui est prévu. Et donc, il faut retourner au test, il faut retourner aux dispositions légales prises par le décideur pour voir comment, quand le décideur a dit qu'il fallait les cours de soutien, comment ça doit se passer. Tout est déjà écrit, tout est déjà clair. Maintenant, si on laisse les tests de côté pour aller faire ce que nous voulons, eh bien, nous nous mettons au travers de la loi. Vous voyez? Et donc, c'est le problème qui va se poser quand le ministère va commencer par sévir. C'est le problème qui va se poser. Mais il faut de la communication pour que les acteurs s'entendent sur le minimum et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que on est dans un contexte quand même où les enfants sont tellement sollicités qu'ils ont déplacé les centres d'intérêt. Les cahiers, ce n'est plus les cahiers, c'est les WhatsApp et autres. Donc comme ils n'apprennent pas, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut des cours de soutien. Or, le contexte dans lequel le décideur avait prévu les cours de soutien ou la pédagogie de l'aide, il n'y avait pas les internets, il n'y avait pas toutes les sollicitations qui occupent véritablement le temps de nos enfants aujourd'hui. Ce n'était pas le cas. Maintenant, à partir du moment où le contexte a changé, il faut maintenant réétudier pour voir à quelles conditions on peut autoriser que les parents payent peut-être un minimum. Ça, c'est un avis que nous émettons, c'est des analyses que nous faisons. C'est à l'autorité de voir comment faire pour que les enseignants et les représentants des élèves et les associations des parents d'élèves discutent véritablement pour trouver un terrain d'entente. Parce que, effectivement, surtout dans les villes, les enfants n'apprennent plus. Ils ont laissé les cours de côté, ils ont laissé les exercices de côté et tout leur temps, ils sont sur des WhatsApp. Alors que le cours n'est pas sur WhatsApp. On ne va pas t'évaluer par rapport à ce que tu lis sur WhatsApp. On va t'évaluer par rapport au cours que tu as reçu. Vous voyez? Et donc, comme les enfants savent qu'il y aura cours de répétition qui va être payé par le parent, eh bien, il ne s'occupe plus d'apprendre. Il attend que l'enseignant arrive. Vous voyez? Je crois que c'est le lieu peut-être d'aller rapidement. Je ne sais pas si tu as prévu cette question sur les conséquences de ce cours de répétition sur les enfants. Les enfants. Si tu les as prévus, tu l'as prévu. Exactement. Ok. Bon, alors, donc, ça me permet peut-être de continuer. Vous voyez? Parce que certains élèves ont dit tout à l'heure que ces cours les aidaient à s'en sortir dans les matières qu'ils n'avaient pas compris en classe. Du coup, je pense qu'il y aura certainement une répercussion sur les apprenants parce que quoi qu'on dise, ces cours leur permettaient quand même d'être à un certain niveau de compréhension en classe. C'est vrai.
Oui, en réalité, ce que les gens doivent comprendre, hein, les acteurs de l'éducation doivent comprendre par rapport à l'impact surtout négatif. Parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas que de l'impact négatif, mais il y a aussi du positif. Par rapport à l'impact négatif, c'est quoi? C'est que quand vous systématisez les cours de répétition pour un enfant, la conséquence c'est que l'enfant va avoir l'impression que sans l'enseignant derrière, il ne peut pas. Oui, d'ailleurs, même certains élèves sont déçus. Alors que l'objectif de l'éducation, de la formation, c'est d'autonomiser l'enfant pour que lui-même, il puisse trouver avec l'aide, avec l'accompagnement de l'enseignant. Alors, ça veut dire que vous devez l'amener sur la piste de la recherche. Moi, je connais des parents dont les enfants sont presque au premier rang après les évaluations. Ils n'ont jamais eu de répétiteur. Et j'ai posé la question, comment il s'est pris? Il a dit non. Très tôt, il a fait comprendre aux enfants qu'ils doivent être autonomes dans la réflexion, ils doivent être autonomes dans la recherche. Et l'essentiel, s'ils ne comprennent pas quelque chose, ils sauront trouver les réponses soit dans les documents, soit auprès de leur père qui maîtrise mieux, donc dans les travaux de groupe. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut privilégier les travaux de groupe. Nous, depuis même depuis le CE2 jusqu'à ce que nous ayons le bac, enfin moi particulièrement, mais on va pas avec quand même un minimum de moyens, mais j'ai jamais eu de répétiteur. C'est dans les travaux de groupe que on se confrontait, on apprenait des uns des autres. Parce qu'il y a des éclaireurs dans les matières. Parce que pour constituer le travail, parce que peut-être, si tu permets, peut-être qu'un jour, on va revenir sur les conditions de réussite d'un élève qui passe par des groupes de travail. Vous voyez? Alors, donc, dans le groupe de travail, il y a les éclaireurs dans les matières. Et donc, si tu participes dans le groupe, si toi-même tu es éclaireur aussi dans une matière, ça veut dire que tu vas donner et tu reçois aussi des autres. Vous voyez? Avec l'accompagnement de l'administration. Et là, c'est le directeur qui négocie avec certains enseignants qui viendront de passer peut-être 30 à 1 heure de temps pour voir un peu ce que les élèves font, voir un peu l'accompagnement ou l'appui ou les éclairages qu'ils peuvent donner à ces élèves dans le groupe de travail. Et le reste, c'est eux-mêmes qui vont faire tous les exercices, c'est eux-mêmes qui vont apprendre les uns des autres. En tout cas, c'est comme ça que nous avons fonctionné et nous étions parmi les meilleurs. Hein. Oui, voilà, moi j'étais parmi les meilleurs de toute façon. J'étais toujours dans les 5 premiers jusqu'au baccalauréat. Voilà, jusqu'au baccalauréat. Et donc, si vous systématisez, ça veut dire que vous n'autonomisez pas les enfants pour qu'ils soient autonomes dans la réflexion, dans la recherche, etc. Vous voyez? Donc, vous infantilisez les enfants. Vous voyez? Quand c'est tellement systématique, voilà ce que ça donne. Vous voyez ça? Donc, c'est une conséquence véritablement que les gens ne voient pas tout de suite, mais à moyen ou à long terme, ça va poser un réel problème. Voilà. Donc, sans l'enseignant, l'enfant va dire, je ne peux pas, il faut que, non. Alors que l'éducation, normalement, te donne les outils nécessaires, les pistes nécessaires et les techniques et les stratégies nécessaires pour que toi-même, tu puisses faire de la recherche en travaillant avec tes pairs. Alors, vous avez dit des choses très intéressantes par rapport aux travaux de groupe. Et à votre temps, il n'y avait pas de WhatsApp. Aujourd'hui, non, il y a WhatsApp. Les enfants, quand ils se réunissent pour des travaux de groupe, voilà quelqu'un qui tient son... Gogoligo a dit telle chose sur... Donc, venez. Et tous se rabattent sur leur téléphone. Et ils laissent de côté ce pourquoi ils étaient là. Exactement. Du coup, est-ce que vous avez... Je pense que c'est l'occasion aussi de dire un mot aux élèves, l'importance du travail de groupe. Oui. Le travail de groupe, d'abord, comment on forme un travail de groupe? On ne forme pas le travail de groupe sur la base des connaissances parce que nous sommes tous dans le même quartier, donc on va former un travail de groupe. Non, on forme le travail de groupe sur la base de la complémentarité. Vous voyez? C'est parce que je me sens faible dans certaines matières, toi aussi tu es faible dans certaines matières, mais tu es bon dans d'autres matières que nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir apprendre les uns des autres et nous remonter avec peut-être l'accompagnement ou l'appui d'un ou des enseignants dans les matières de faiblesse. Vous voyez? Alors, quand ce n'est pas comme ça, ça pose un réel problème. Vous voyez? Tu vois? Alors, quand on prend par exemple, quand vous imposez par exemple, vous êtes enseignant, vous faites les cours de répétition, vous imposez les cours de répétition à tous les enfants, même les meilleurs. Le meilleur là, il va venir au cours de répétition pour apprendre quoi? Non, soyez sérieux. Il va apprendre quoi? En tant qu'un enfant excellent, presque dans toutes les matières, il va venir apprendre quoi? Lui, il a besoin vraiment de se concentrer, de faire lui-même ses propres recherches. Et s'il a des difficultés particulières sur certains exercices, etc., il te fera appel après, en tant qu'enseignant.
C'est cela. Alors pour finir, Marcel, je voudrais savoir si vous avez quelques conseils aux associations des parents d'élèves pour qu'ils puissent s'approprier réellement cette décision du ministre. Moi, je pense que le sujet est tellement sérieux que si nous devons dire quelque chose à l'endroit de l'UTAP, Union togolaise des associations des parents d'élèves, parce que c'est la fêtière nationale qui a des démembrements dans les régions, dans les préfectures et dans les écoles. Dans les écoles, on les appelle les APE, Associations des parents d'élèves. Donc, c'est la fêtière qui, logiquement, doit solliciter une audience au niveau du ministre pour lui demander humblement de convoquer, c'est parce que ce n'est pas encore tard, de convoquer une conférence de presse vraiment pour que toutes les parties prenantes soient là pour expliquer davantage, véritablement, les enjeux de l'interdiction de ce cours payant, de ce cours de répétition payant. Voilà. Et ça, comme ça permettra aux gens de bien comprendre. Et s'il y a des tests et autres, c'est l'occasion de partager aussi ces tests de ce que le décideur a prévu, ce que nous disons les cours de soutien ou la pédagogie de l'aide ou la pédagogie de soutien, ce qui a été prévu, comment ça devait se faire, c'est en ce moment qu'il faut tout expliquer. Mais quand les décisions tombent drues comme ça, eh bien, ça pose un réel problème. Donc il faut que le ministère vraiment donne les moyens à la cellule hospitalière de communication de son département pour véritablement communiquer. Et là, on saura, les gens auront beaucoup d'informations sur toute décision qui sera prise par l'autorité. Donc s'il y a vraiment quelque chose à dire aux parents, c'est la fêtière nationale qui doit faire une démarche et en collaboration naturellement avec les syndicats des enseignants. Vous voyez? Mais pour qu'on reprenne les cours après la levée du bouclage au plan national par rapport à la Covid, mais il a fallu une rencontre d'échange avec toutes les parties prenantes. Vous voyez, pour expliquer comment nous allons faire, voilà ce que les dispositions que l'État a prises pour qu'on puisse réouvrir les écoles après le bouclage. Mais pourquoi cette bonne pratique-là est laissée de côté et tout subitement on fait tomber des décisions comme ça et ça crée des rebonds au niveau des parents, ça crée des rebonds au niveau des élèves, ça crée des rebonds au niveau des enseignants. Non, il y a une bonne habitude qui a commencé, nous estimons qu'elle devrait logiquement continuer, mais en donnant, je répète franchement, en donnant les moyens à la cellule communication. Parce que si la cellule communication n'est pas fonctionnelle au niveau de tous les ministères de l'éducation, voilà ce que cela va créer comme problème. Alors, avant de prendre votre mot de fin, nous allons marquer une petite pause avec cette bande dessinée réalisée par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, pour sensibiliser les élèves sur le respect des mesures barrières. Je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit, non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples. Nous sommes presque à la fin de ce numéro de débat éducation. Monsieur Marcel, avant de clôturer, quel est votre mot de fin? Non, si vraiment j'ai quelque chose à dire, c'est que
l'équipe de débat éducation fera de temps en temps des émissions d'analyse de ce genre, parce que nous avons aussi la mission de faire de l'investigation journalistique dans le domaine de l'éducation et vous faire ressortir ce que nous avons pu trouver quand nous avons analysé des décisions politiques ou bien des faits liés au domaine de l'éducation qui touchent ou qui impactent positivement ou négativement le système éducatif. Et donc, de temps en temps, on ne va pas se contenter tout le temps seulement de recevoir des invités sur le terrain. Nous avons aussi les compétences et les capacités pour faire notre travail en tant que professionnels de l'éducation, pour faire de l'investigation journalistique sur les thématiques. Et c'est ce à quoi nous allons vous habituer de temps en temps. Et donc, si j'ai vraiment quelque chose à dire, eh bien, c'est ce que je peux ajouter en dehors de tout ce que nous avons déjà dit sur le problème de la décision du ministre d'interdire les cours de répétition payants dans les établissements scolaires, publics comme privés. Exactement. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, le ministre ne cautionne pas cette pratique devenue une tradition dans presque toutes les écoles du Togo et surtout son caractère obligatoire infligé aux apprenants. Nous espérons que chacun de vous a pu tirer quelque chose de cette analyse et nous disons merci à Marcel pour toutes ces explications. C'est la fin de ce numéro de Débat Éducation. Nous vous disons au revoir et à mercredi prochain pour d'autres thématiques.